Bon les gars, 2024 et 2025 sont plutôt bien partis pour être des années de bull run. Un bull run, c'est l'opposition du bear market, c'est un marché haussier qui dure sur plusieurs mois et qui est particulièrement virevoltant dans le marché des crypto-monnaies, puisque contrairement à la bourse ou autre, le marché des cryptos est drivé par ce qu'on appelle le halving de Bitcoin, qui va avoir pour conséquence un schéma de cycle en deux phases, une longue phase baissière d'hibernation où tout est vraiment mort, et une phase haussière très explosive. J'ai commencé ma chaîne YouTube en fin fond de bear market, donc si vous regardez cette vidéo, vous faites sûrement partie de ceux qui sont restés pendant les périodes les plus sombres du marché. Vous avez sûrement accumulé des connaissances, vous avez fait l'expérience de l'hiver crypto. Mais là, on arrive à un stade, à une période dans laquelle le marché est en train de s'inverser et de changer de tendance. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils étaient là en bear market, ils vont avoir les récompenses du bull run qui sont toutes prêtes dans leurs mains. Spoiler, c'est absolument faux. Si vous ne changez pas de dynamique et que vous ne vous adaptez pas, tous les efforts que vous avez faits pour performer en bear market et pour vous préparer seront vains, tout simplement parce que performer en bull run est quelque chose de très compliqué, avec énormément de pièges, de charge mentale et d'incertitudes. Il y a en ce moment beaucoup de monde qui m'envoie des messages pour me demander des conseils sur la façon de gérer un bull run, prendre des profits, rester concentré, etc. J'ai vraiment senti qu'il y avait un vrai besoin. Du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. À la base, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, genre 10 conseils en bull run et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à dire. Donc j'ai un peu changé de plan et j'ai essayé de construire la vidéo ultime, le guide le plus précis possible que vous pouvez avoir sur la façon de gérer un bull run suivant les différentes phases dans lesquelles nous sommes, que ça soit le début, le milieu ou la fin de bull run. J'ai condensé toutes les informations que j'avais et je les ai réunies dans cette vidéo pour qu'à la fin, vous ayez toutes les cartes en main pour vivre la meilleure expérience possible pendant ce marché haussier. Le guide ultime pour optimiser le bull run de A à Z, c'est parti, bonne vidéo. Avant de continuer, cette vidéo est en collaboration avec un projet que vous connaissez très sûrement puisque c'est une entreprise qui a été fondée par le plus gros youtubeur crypto français, notre bon vieux Asher, Meria, à l'occasion du lancement de sa nouvelle application mobile. Meria, c'est une société d'investissement crypto qui est enregistrée PSAN et qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des cryptos, ok, mais surtout de déléguer et de faire travailler vos cryptos pour toucher des rendements via du staking. Sur Meria, vous pouvez déléguer vos cryptos sur le site et il s'occupe de vous les mettre en staking pour que vous puissiez toucher des rendements dessus sans avoir besoin de vous taper toutes les opérations de DeFi, les wallets, etc. qui sont parfois un petit peu galères. Par contre, si vous avez le niveau de connaissance nécessaire, vous pouvez aussi très bien déléguer directement vos tokens au validateur de Meria de manière décentralisée. C'est l'autre approche qui est possible. Meria fait aussi du lending, du prêt de crypto, et le site est vraiment hyper intuitif et facile d'utilisation avec un dashboard bien complet, en plus d'être très propre d'un point de vue juridique. Et pourquoi je vous parle de Meria maintenant, c'est parce qu'ils ont lancé il y a quelques jours leur toute nouvelle application mobile que vous pouvez télécharger, qui vous permet d'avoir accès directement au service de Meria, peu importe où vous êtes. Encore une fois, avec une très bonne interface et toutes les fonctionnalités habituelles de la plateforme web qu'on peut retrouver directement sur l'application, en plus des notifs que vous pouvez activer pour avoir des mises à jour, des offres ou autres. C'est clairement ce genre de projet qui va vraiment ouvrir la porte à des personnes un petit peu moins techos que nous tous et qui permet en un clic de s'exposer au marché des cryptos de manière beaucoup plus simple et en plus en ayant accès à du staking intégré. L'application est disponible sur iOS ou Android, les liens sont dans la description, c'est hyper propre, je vous invite à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. On reprend. Bon, c'est quoi la couleur du début de bull run ? Un petit bleu clair, bien innocent. Allez, let's go. Nous sommes en début de bull run. C'est une période qui est assez difficilement tangible puisqu'elle représente une sorte de flottement sur le marché où on a quelques hausses à droite à gauche, on a des altcoins qui pump, mais on s'est tellement fait déchirer en bear market qu'on a pas mal de méfiance et qu'on veut pas vraiment vendre la peau de l'ours. Un petit peu comme ce qui se passe en ce moment dans l'idée. Cette période, elle est extrêmement importante, elle est trop souvent négligée par les investisseurs puisque c'est la période où vous allez faire une structuration de toute votre stratégie. Vous allez devoir mettre en place un plan solide pour le bull run et c'est pas quand tout aura fait x10 que vous devrez y penser. C'est maintenant et c'est tout de suite. Ok, je suis là avec ma feuille, mon stylo, je dois faire mon plan pour le prochain bull run. C'est bien sympa de faire son plan, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Eh bien, votre plan, en fait, il va déjà être très dépendant de ce qu'on va appeler votre profil d'investisseur. Le gros des gènes, qui a un objectif de x100 au prochain cycle, ne va pas avoir les mêmes stratégies que celui qui veut simplement faire fructifier son capital en prenant le moins de risques possible. On doit donc savoir quel type d'investisseur on est. Ok, pour moi, il y a une sorte de jauge qui va de l'investisseur très safe, qu'on appelle souvent le bon père de famille, même si j'aime pas cette expression, je la trouve assez rabaissante alors que c'est simplement une volonté de prise de risque un peu plus faible,
faible, mais bref. Et de l'autre côté, on a le dégène absolu qui va investir uniquement dans les shitcoins et qui est clairement dans une mentalité de x1000 ou x0. Tout le monde est quelque part dans cette jauge, et pour essayer de structurer un petit peu tout ça, on peut rajouter au milieu l'investisseur modéré, qui est un petit peu entre les deux profils. Il veut faire des profits en s'exposant aux altcoins, mais pas non plus avoir une stratégie de risk-reward absolument aberrante. Je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes quelque part 2 ou 3 points à droite ou à gauche de l'investisseur modéré. Normalement, vous avez une petite idée de là où vous vous situez à première vue dans ce tableau. Pour affiner un petit peu, je vous ai fait une petite liste de 15 questions très simples auxquelles vous pouvez répondre en 2 minutes. Chaque question se répond par oui ou par non, et vous avez un point à chaque fois que vous répondez oui. Mettez sur pause, prenez 2 minutes pour le faire. Si vous êtes entre 0 et 5 points, vous êtes ce qu'on va considérer un investisseur safe. Vous avez envie de faire fructifier votre portefeuille, mais toujours dans une optique de limitation au maximum des risques. Vous devriez donc être assez satisfait si jamais votre portefeuille prend entre 20 et 60% de sa valeur lors de ce bull run. Donc normalement, vous avez un portefeuille qui est constitué essentiellement de Bitcoin, d'Ethereum et de stablecoin, et vous priorisez le DCA pour rentrer et ou pour sortir. Si vous avez entre 6 et 10 points, vous êtes un investisseur modéré, plus ou moins aventureux suivant où vous vous situez. Vous avez des bonnes bases, un petit attrait pour le risque et vous êtes à l'aise avec l'idée de diversifier votre portefeuille dans des actifs qui ont une volatilité moyenne ou des projets qui sont beaucoup moins établis sur le marché. Votre but à vous, ça va être de trouver un certain équilibre entre la sécurité et la recherche de jetons qui vont surperformer Bitcoin, tout en étant bien conscient que ça peut engendrer des fluctuations un petit peu plus marquées. Faites quand même attention, vous êtes dans un profil où vous avez déjà expérimenté pas mal de choses et je pense qu'il est très tentant de s'aventurer dans des projets à petite capitalisation, des shitcoins, etc. quand on est dans cette jauge. C'est vraiment le gros piège de ce profil d'investisseur. Faites attention et soyez vigilant avec votre gestion de risque. Si vous êtes entre 11 et 15 points, vous êtes, comment on peut l'appeler, un investisseur audacieux. Vous avez un petit peu touché à tout, vous vous êtes exposé à des risques un petit peu plus hauts et vous êtes en permanence à la recherche de la prochaine grosse opportunité qui pourrait vous faire exploser votre bague, quitte à prendre des gros, voire des très gros risques. Vous êtes exposé à beaucoup de projets assez low cap, vous suivez les tendances de marché et vous voulez vous positionner un petit peu avant tout le monde pour espérer avoir les meilleurs rendements en augmentant vos risques. C'est une stratégie qui, en vrai, se respecte totalement et elle peut parfaitement être professionnalisée. Dans l'idée, on a tout de suite l'image du gros dégène, mais c'est très faux. Pour les nouveaux, c'est une stratégie qui peut être très tentante. On se voit déjà avec son bac de 1000 $, qui a fait x100 parce qu'on a in dans un projet avant tout le monde qui avait 5 millions de market cap, mais gardez quand même en tête que dans x100 ou x0, il y a x0 et on a parfois tendance à l'oublier. Votre bague peut très vite se retrouver extrêmement diminuée et ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Normalement, vous savez à peu près où vous vous situez dans cette échelle qui va de 0 à 15. Prenez vraiment le temps de faire ça. Si vous connaissez pas votre profil d'investisseur, vous n'allez pas pouvoir établir un plan propre qui lui corresponde. Ou pire, vous pouvez très vite créer un plan qui n'est pas du tout en accord avec votre profil. Si vous êtes un 5 sur 15 et que vous faites un plan de 10 sur 15, vous allez vous exposer à beaucoup trop de risques que ce qui était prévu initialement et ça va être très dur à supporter mentalement. Ok. Étape super importante qui est passée, on a notre profil, on peut maintenant créer notre plan. Malheureusement, pour cette étape, je vais pas pouvoir vous donner de template qui vous explique exactement comment vous devez agir. Créer son plan, c'est une étape très personnelle qui est vraiment dépendante de chacun. Pour vous aider à créer votre plan, vous pouvez vous poser par contre quelques questions. Quelle est mon expérience dans les cryptos et dans l'investissement en général? Combien de temps j'ai à investir pour me former et pour suivre les tendances crypto? Quel est mon profil psychologique? Est-ce que je suis prêt à avoir mon bag, à avoir beaucoup de volatilité ou pas? Quelles sont mes faiblesses dans mes investissements? Pour personnifier un peu, je vais vous prendre mon exemple. Je sais que l'une de mes faiblesses en crypto, c'est de trop fonctionner à l'ego et de croire que parce que j'ai fait une semaine de recherche avant d'investir dans un projet, je ne peux pas me tromper et ce projet va forcément pump un jour. C'est une sorte d'attachement émotionnel qui bloque ma liquidité dans un projet qui, au final, ne bouge jamais. J'essaye d'identifier ce problème et ensuite je vais devoir trouver les solutions nécessaires pour le régler. Une méthode que j'adore utiliser pour ça, c'est d'inverser. Au lieu de vous demander ce que vous voulez faire ou le profil que vous voulez être pour le prochain bull run, demandez-vous plutôt celui que vous ne voulez pas être. Prenez un papier ou un Google Doc et faites votre liste. Je ne veux pas être ce mec qui n'a rien vendu parce que, je cite, ça pouvait encore monter. Je ne veux pas m'attacher émotionnellement à un projet. Je ne veux pas risquer de ne pas vendre parce que j'ai eu l'ego de croire que je pouvais vendre au top du marché. Ça n'arrive jamais. Je ne veux pas faire des erreurs bêtes de sécurité ou de tracking et me faire hacker mes wallets ou perdre des fonds dans un portefeuille random. Inverser et noter ce que vous ne voulez pas être est beaucoup plus puissant que simplement dire je veux optimiser mes sorties par exemple. Tout simplement parce que en le disant, vous vous projetez dans la situation dans laquelle vous seriez si jamais vous avez fait ces erreurs. Et ça crée une sorte d'inconfort qui est, je trouve, assez important. En début de bull run, vous devez donc avoir vos objectifs qui sont alignés avec votre profil d'investisseur, vos plans de structurer, et on va voir au fur et à mesure de la vidéo comment le faire en fonction de où nous en sommes dans le bull run. Un homme intelligent apprend de ses erreurs, un homme sage apprend des erreurs des autres.
Rien ne dit que l'histoire va se répéter et qu'on aura des formats qui seront similaires aux précédents cycles. Mais j'ai envie de vous dire que on a quand même tout intérêt à savoir ce qu'il s'est passé au cas où des situations viendraient à se répéter. On dit souvent que le premier bull run, tu te fais littéralement avaler, tu fais n'importe quoi, et tu peux même des fois ne pas en sortir en positif. Le deuxième bull run, tu apprends, tu structures, et le troisième, tu exploses tout. Sauf que, bon... on n'a pas forcément tous le luxe d'avoir 3 bull runs comme expérience, et si on pouvait essayer de tirer des conclusions des précédents cycles et des erreurs des autres, ça pourrait être bien sympathique. On va donc faire un petit récap du marché depuis 2017, parce que j'estime qu'avant la situation était un petit peu différente, puisque les cryptos étaient beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Entre août 2015 et décembre 2017, Bitcoin est passé de 280 à 19 000 $. Mais quand je vous le raconte comme ça, et quand vous le voyez sur la courbe, on a l'impression que ça a été un long fleuve tranquille, t'avais juste à acheter à 280, tu vendais à 19 000, t'avais fait ton fois je sais pas combien, et t'étais le roi du monde. Mais pas du tout. Il s'est passé pourtant énormément de choses entre ces deux étapes. On a d'abord eu une sorte de période de pré-bull run avec une hausse constante durant l'année 2015-2016, un petit peu comme cette année, et le halving de Bitcoin est arrivé en juillet 2016 et n'a pas tout de suite eu une conséquence immédiate. Si vous regardez, ça a même été un mois très rouge en fait. Donc première conclusion quand on voit ça, ne pas FOMO le halving. Le prochain halving il est en avril 2024 et je vois beaucoup de monde qui a peur de ne pas être prêt quand il arrivera. Mais c'est pas en soi l'événement du halving qui engendre une hausse des prix. C'est plutôt sa conséquence sur la rarification de Bitcoin et sur la spéculation dans les mois qui suivent. Les entreprises qui veulent lancer des projets, les institutions, etc., attendent le meilleur moment pour le faire. Le meilleur moment, c'est quand? C'est quelques temps après le halving. C'est donc un événement qui crée une sorte de cascade de spéculation, mais qui n'a pas un énorme effet à l'instant T. Halving en juillet 2016 et Bitcoin qui s'envole à partir de octobre-novembre, donc environ 3 mois globalement après. On voit quand même qu'on a une phase haussière, mais qu'on a parfois des gros dumps, avec Bitcoin qui passe de 3000 à 2000, et c'est là qu'il fallait être solide mentalement pour acheter proprement les différentes corrections. À dire c'est facile, à faire c'est quand même beaucoup plus dur. C'est intéressant de voir que même mon bull run, la stratégie toujours optimale reste de garder beaucoup de liquidité de côté. C'est vraiment la stratégie la plus simple, je trouve, d'un point de vue technique, que tout le monde peut et devrait appliquer en bull run. Acheter et jouer les corrections. La fin de l'année 2017, c'était absolument n'importe quoi. C'était la période de l'explosion des ICO, les levées de fonds crypto où juste un white paper permettait de lever des millions, où toutes les altcoins explosaient et où le grand public et les institutions ont commencé à FOMO sur les crypto-monnaies. Ce graphique est extrêmement intéressant. Première chose, c'est que lors des 2 derniers bull runs, l'ATH de Bitcoin est juste en dessous d'un chiffre significatif. Ici, vous voyez qu'on est à peine en dessous des 20 000 et au dernier bull run, tout le monde parlait d'un Bitcoin qui allait exploser les 100 000 $ et on s'est arrêté bien avant. C'est quelque chose qu'on doit vraiment bien noter sur notre petit carnet. Si on approche une barrière psychologique, on sait que lors des 2 derniers cycles, elle n'a pas été franchie et elle a été le signal de top. Donc après, une barrière psychologique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'ATH de Bitcoin à 69K, ça peut être les 100 000 $, ça peut être les 150 000 ou même les 200 000. Mais il faudra noter cette barrière. Une autre question qu'on peut se poser. Imaginez qu'on est à cette période, en 2017, avec Bitcoin juste en dessous des 10 000. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que c'était pas le prochain ATH, comme ça a été le cas avec les 20 000? Et comment on pouvait optimiser nos prises de profit? Parce qu'en soi, à 10 000, c'est vraiment le palier psychologique. Pourtant, Bitcoin a explosé 10 000 et s'est stoppé avant 20 000. Eh ben, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo avec les tactiques de prise de profit, mais il y avait bel et bien une stratégie. Après l'ATH, en décembre 2017, Bitcoin s'est mangé une descente du coude de 3 mètres de haut et a plongé en dessous des 3 000 $ en 2 ans. Est-ce que c'était prévisible? Parce que je vous rappelle que l'idée c'est d'analyser un cycle haussier pour savoir si on peut en tirer des leçons. Eh ben, oui et non. C'était prévisible que Bitcoin allait corriger parce que le marché des cryptos fonctionne en cycle. Le problème c'est que quand vous êtes dans l'euphorie du bull run, il commence à y avoir un sentiment qui se développe et il va être encore plus violent dans le prochain, qui est que beaucoup de gens commencent à croire que c'est fini, qu'il n'y aura plus de bear market, que cette fois, c'est différent. On peut trouver 1 million de raisons pour justifier ça et pour s'auto-convaincre. Oui, mais cette fois, il y a l'argent des institutions, il y a BlackRock, ça va quand même pas dump autant, on peut encore hold. Oui, mais cette fois, les fondamentaux techniques sont quand même beaucoup plus solides. Tout le monde a des cryptos, ça va pas dump, on peut encore hold. Mais pour l'instant, le marché nous a prouvé tout le contraire. Donc de ce côté-là, c'était assez anticipable. Par contre, les 2 chutes depuis l'ATH de Bitcoin en 2018 et 2019 ont un gros point commun, la chute d'une bulle spéculative. En 2017, les ICO c'était absolument n'importe quoi. En 2018, la bulle a explosé très fortement et Bitcoin a suivi un petit peu après et a continué sa descente. Et si vous vous souvenez, en 2021, c'était pareil avec les NFT. Les 2 derniers cycles baissiers ont tous les 2 été précédés de l'explosion de la plus grosse bulle spéculative du moment dans le marché des crypto-monnaies. Donc, pour anticiper ça, il peut être intéressant de s'intéresser non pas aux baisses des volumes des bulles, parce qu'il serait trop tard, mais plutôt faire attention aux périodes de stagnation qui sont souvent
souvent prémonitoire d'un bon gros hiver crypto. Ok, on a déjà appris pas mal de choses des précédents cycles, rien qu'en regardant celui de 2017. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Même si la tendance monte, il y aura des dumps. Il faut s'y préparer et il faut essayer de les optimiser. La TH est très souvent très proche d'un chiffre psychologique, il faudra faire attention à ça. Il est impossible de prédire le top de marché. On pouvait pas savoir que ça allait être en dessous de 20 000 et pas en dessous de 10 000 ou 30 000. Pareil pour 70 000. Il y a toujours une bulle spéculative qui traîne et qui explose et il peut être intéressant de surveiller les prémices de cette explosion. Le halving n'est pas la raison de la hausse, c'est la conséquence. Et le mois du halving peut très bien être très rouge puisqu'on voit les effets généralement quelques mois après sur le prix. Dernière chose que je trouve intéressante, c'est que un bull run dure généralement entre quelques mois et un an. Ça peut être très intéressant dans la construction de la stratégie. Ok, on a appris pas mal de choses des anciens cycles et on va pouvoir préparer notre cerveau à ce qui arrive. C'est justement le point suivant. On va changer un petit peu et cette fois on va prendre la charte de Bitcoin pendant le bull run de 2020. Quand on voit juste le coin market cap, on se dit que c'était un long fleuve tranquille, tout montait, tu te réveillais en x2 sur les alts, t'étais content, tu vendais vers les 60K et voilà. Pour ceux qui y étaient, vous le savez, c'était absolument pas comme ça que ça s'est passé. C'est tellement loin de la réalité. Si on zoome et qu'on regarde d'un petit peu plus près, vous voyez que la réalité, elle est vraiment différente. On a une tendance haussière évidente, oui, mais on a aussi des bons gros dumps assez régulièrement. Si on prend janvier 2021, vous voyez qu'en un mois même pas, Bitcoin est passé de 40 000 $ à 30 000. C'est typiquement le moment où tu as deux solutions. Soit tu te dis qu'en fait, c'est simplement un faux mouvement et que c'est pas vraiment le bull run, soit tu utilisais ce dump pour renforcer ta position. En février 2021, Bitcoin passe de 57 à 45. En mars, de 61 à 50. En avril, de 63 à 48. Gardez bien en tête que des fluctuations comme ça, on va s'en manger. Et il faut pas croire que tout va être éternellement vert et qu'on va avoir une belle courbe linéaire qui monte tout le temps. Ça ne marche absolument pas comme ça. Préparez-vous à ça, faites confiance à la tendance globale et les plus gros gagnants des marchés haussiers sont toujours ceux qui ont utilisé les baisses temporaires à bon escient. Avant de jouer un match, tu dois avoir tes protèges tibia, tes crampons aux normes, des habits chauds si jamais ça caille, de l'eau à disposition, etc. Le bull run, les gars, c'est la Champions League. C'est impensable de rentrer dans des investissements un petit peu plus exotiques, des altcoins, de la DeFi, des DEX, etc., sans avoir vos fonds de structurer et de sécuriser. Vous devez avoir toutes vos cryptos de sécuriser. Mais concrètement, ça veut dire quoi, sécuriser? Parce qu'on l'a vu, il n'y a jamais vraiment de sécurité parfaite. Aucun exchange n'est 100% safe. Ledger s'est fait hacker il y a quelques temps. Il y a des stablecoins qui dépèguent régulièrement. Enfin, le terrain est quand même bien dangereux. Chacun a sa méthode de sécurisation. Il y en a qui vont vous dire de fuir à 100% les exchanges et de prendre un cold wallet ou de décentraliser vos fonds. Perso, je suis pas à 100% de cette école-là. Je trouve qu'il est quand même beaucoup trop risqué pour une personne débutante de faire des transactions qu'ils ne maîtrisent pas, juste pour ajouter un degré de sécurité supplémentaire à leur fonds. Les débutants, et je pense que je vais me faire un peu taper dessus avec cette réflexion, mais je l'assume, doivent selon moi rester sur les exchanges pour la simple et bonne raison que si jamais tu prends le risque de vouloir aller sur un cold wallet pour ajouter par exemple 20% de sécurité en plus, mais que l'action de le faire engendre 20% de risque de perdre tes fonds en transférant par exemple tout sur le mauvais réseau, en perdant ses fonds, en mettant une mauvaise adresse, etc. Et ben c'est clairement une action qui a une espérance de gain qui est négative. Donc pour les débutants, je leur dirais pas spécialement d'aller vers les cold wallets. Si vous êtes un peu plus avancé, évidemment, mais pas pour tout le monde. Donc du coup, concrètement, comment on sécurise ses fonds? En un mot, la diversification. Diversifiez vos points de risque. Ne mettez pas tout sur un seul exchange, diversifiez. Ne mettez pas le même mot de passe, utilisez un gestionnaire. Si vous savez pas quel stablecoin utiliser, mettez 30% sur l'USDT, 30% sur le DAI, 30% sur l'USDT. Comme ça, si l'un d'entre eux dépègue et perd sa valeur, vous aurez limité vos pertes. Les stratégies de sécurisation sont vraiment propres à chacun. Par contre, une chose qui est vraiment commune à tous, je trouve, c'est que vous devez diversifier, ne pas avoir un point de défaillance unique dans votre stratégie. On a mis les protèges tibia, on est prêt à rentrer sur le terrain quasiment. Ok. Je dois construire ma stratégie, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Est-ce que je dois DCA sans regarder le prix pendant un certain temps? Est-ce que je dois faire un roulement de liquidité et que quand certains de mes jetons ont atteint un bon rendement, je les vends pour les remettre sur d'autres qui n'ont pas encore performé? Est-ce que je mise tout sur les dips et je garde des stablecoins de côté pour acheter les baisses temporaires qu'on a vu juste avant? Est-ce que je fais du trading? Qu'est-ce que je dois faire concrètement les gars? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien encore une fois, tout dépend de votre niveau de connaissance. Mais puisque j'essaie quand même de vous donner des stratégies qui sont concrètes et de pas passer mon temps à vous dire que ça dépend, voilà comment je fonctionnerais personnellement si je devais aider quelqu'un qui a peu de connaissances et pour qui c'est le premier bull run. Imaginons que ce mec, il a 10 000 $. Je dirais ok, tu vas diviser ton bag en 3. Tu vas prendre les 50 premiers pourcents, donc 5000, et tu vas les mettre dans les projets solides que tu auras déterminés comme intéressants sur de long terme selon tes recherches et selon ton profil d'investisseur.
Donc suivant ton score, si t'es à 5, c'est seulement Bitcoin, Ethereum, et plus t'es haut, plus tu augmentes le risque. Ces 5K, tu les fous sur différentes plateformes ou sur ta ledger, et tu DCA à hauteur de 750 € tous les mois, donc 15% chaque mois. Ces 15%, tu les divises en 4, donc toutes les semaines, tu investis 3,75% de ce bag sur ces mêmes projets, donc dans notre exemple, 187,5 € toutes les semaines. Tu peux utiliser un bot de trading pour faire ton DCA comme il y en a sur certaines plateformes, ou le faire manuellement. Ensuite, on prend 30% du bag, donc 3K dans notre exemple, qu'on convertit en stablecoin avec 30% d'USDC, 30% d'Ether et 30% de DAI. Ces 3K, ils vont servir à acheter les corrections de Bitcoin pendant ce marché haussier. À chaque fois que Bitcoin corrige, donc que c'est dans le rouge avec plus de 5%, tu utilises une partie de ces 5K pour investir dans les projets du bag que tu DCA. L'idée, c'est vraiment de bénéficier d'au moins 3 dips. Donc ensuite, ça reste toujours évidemment personnalisable en fonction de la stratégie. Et après, il reste les 20% restants, on les met de côté pour saisir les opportunités qui se présentent. Là, ça va être très dépendant du niveau de chacun. Si vous êtes un petit peu avancé, on peut en prendre une partie pour acheter des projets un petit peu plus récents, low cap, plus risqués, pour rentrer dans des launchpads, des pre-sales, etc. Il y a un petit peu plus de liberté dans ces 20%, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi avec. Ça doit toujours rester dans la même ligne de risque que le profil d'investisseur qu'on a déterminé juste avant. 50% des CA, 30% de côté pour les dips, 20% libre pour les nouveaux projets ou autres. C'est ce que je privilégierais personnellement. On a presque fini l'échauffement de notre bull run. Il nous reste encore 2 petites choses à voir. La première, c'est un petit peu la résultante de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il est absolument primordial d'être conscient de son niveau, de son expérience et du temps qu'on a de disponible pour pouvoir structurer ses actions en fonction. Les plus grosses erreurs qui font perdre le plus d'argent viennent toujours toutes d'un décalage entre le niveau et les actions faites par la personne. Vitalik ne se fait jamais siphonner son wallet parce qu'il sait comment le faire. C'est toujours ce problème de connaissance qui est problématique. Si jamais vous sentez que vous êtes limité en connaissance et en expérience parce que vous avez une vie et un métier, aucun problème, essayez de comprendre là où vous pouvez vous faire avoir et comment l'éviter. Je vais pas non plus vous laisser en vous disant que si jamais vous n'avez pas assez de connaissances, la porte pour aller dans des actions un petit peu plus poussées est fermée à jamais pour vous. Je suis pas non plus un rat à ce point. Mais du coup, comment faire vos recherches? Comment vous former? La question est très vaste, ça m'étonnerait pas que j'ai fait une vidéo complète dessus. Je crois pas, peut-être. Plusieurs choses pour gagner du temps. Ne vous éparpillez pas dans vos sources d'informations. Prenez 4 médias, Coinbureau, Hasher, Cryptost et un petit dernier, Iril au hasard, et ne suivez que ça. Sélectionnez bien vos sources, logique. Essayez de commencer vos recherches sans partir de zéro. Ne prenez pas un projet au pif sur CoinMarketCap pour l'analyser. Prenez un support, un article, une vidéo, un thread, un outil, et à partir de là, vous pouvez faire vos recherches sur la base de ce type. Avoir une petite compréhension de la blockchain est quand même toujours pas mal, que ça soit une idée de ce qu'est un smart contract, la scalabilité, la finalité, le VM, etc. Pas besoin non plus de savoir en détail comment fonctionnent les zero knowledge proof ou coder un smart contract, c'est inutile je pense pour 99% d'entre nous. Je vous ai construit une petite playlist de vidéos que vous pouvez trouver dans la description, qui est ce que je conseillerais de regarder à quelqu'un qui veut se former dans les crypto-monnaies. Vous pouvez aller la voir, prendre le temps de regarder les vidéos, et si vous les avez toutes vues, vous serez normalement bien équipé pour passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais enfin pouvoir changer, oh oui, ce bleu turquoise dégueu. Nous voilà au milieu de bull run. La première partie, le début de bull run, était relativement concentrée sur la préparation. Savoir sécuriser ses fonds, savoir se préparer mentalement, connaître les historiques du dernier cycle, se former, etc. Si vous avez fait ça, vous avez normalement toutes les cartes en main pour être le plus performant au prochain bull run. Mais malheureusement les gars, encore une fois, ça suffit pas. C'est pas parce que vous avez les bonnes chaussures que vous allez mettre le coup franc. On va apprendre maintenant à marquer les coups francs. Mais avant de passer aux stratégies de milieu de bull run, vous pouvez tous vous demander une question très légitime. Ok, mais c'est bien mignon le milieu de bull run, début de bull run et tout là. Mais concrètement, comment je sais dans quelle période je suis? Comment je sais que si on est en début, en milieu ou en fin de bull run? Et bien malheureusement, c'est pas marqué sur la charte CoinMarketCap de Bitcoin. Je pense actuellement que nous sommes en début de bull run. On va commencer à avoir beaucoup de projets exploser, commencer petit à petit à perdre un petit peu de rationalité, avec des liquidités aberrantes, des altcoins qui font des x10 sans jamais corriger, et surtout, on va voir l'arrivée de nouvelles personnes sur Bitcoin. Pour moi, c'est vraiment cet indice social qui marque le milieu de bull run. C'est si on commence à en parler à la télé, si des nouveaux arrivants et que les recherches Google augmentent, etc. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas chercher à parfaitement timer le milieu de bull run, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, parlons un petit peu des cycles de bull run. Ce graphique devrait être ancré toujours dans un coin de votre tête. C'est le schéma parfait des différentes phases d'un cycle irrationnel comme le bull run, et si vous comparez avec les historiques de Bitcoin, c'est quand même vraiment très proche. La première phase, c'est la stealth phase, la phase d'accumulation par la smart money, pendant que personne, littéralement, ne parle de Bitcoin et des crypto-monnaies, et que le prix est encore très bas.
eux, ils sont en train d'accumuler. C'était la période, je pense, où Bitcoin était entre 15 et 30K environ. L'écosystème était plus vide que le stade de Monaco, il se passait vraiment rien de rien. C'était le néant total et la smart money utilisait cette période pour accumuler. Ensuite, on a l'awareness phase. Ah, il est en train de se passer quelque chose, Bitcoin monte, ça faisait longtemps, on revoit du vert sur les marchés, ok cool. Là, les institutions vont commencer à accumuler, le prix va monter et on va commencer à petit entendre parler de Bitcoin. On va avoir des nouvelles personnes qui vont commencer petit à petit à arriver et je pense que nous sommes actuellement dans cette phase. Et là, premier piège que vous voyez là, la correction de la fin de l'awareness phase. C'est un piège pour essayer de faire fuir ce qu'on appelle les weak-ends, les plus frileux, et pour pouvoir avoir une dernière chance d'acheter un petit peu plus bas. Cette correction, elle peut être très violente et c'est un petit peu l'un des marqueurs du milieu de cycle. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne serait pas actuellement en plein dans cette correction avec l'un des gros éléments déclencheurs qui pourrait être l'ETF Bitcoin de BlackRock et qu'on pourrait justement avoir une correction actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est le 1er février, de ce fameux bear trap de la fin de la awareness phase. Ensuite, une fois qu'on a passé ça, on a les deux phases où tout commence à vraiment devenir n'importe quoi. Là, vraiment, c'est la fiesta. Le grand public arrive, les médias en parlent, tonton vous demande s'il faut acheter du Bitcoin, tout le monde pense que Bitcoin et les cryptos vont renverser la finance traditionnelle, on touche le sommet, on corrige et on remonte un peu, mais cette fois c'est un piège, un bull trap. Et on redescend tranquillement pour aller jusqu'à une capitulation et le début de l'hiver crypto, le fameux bear market, le marché de l'ours. Si vous comprenez cette courbe, les gars, vous allez avoir un edge tellement énorme sur l'ensemble du marché, ça va être abusé. Même si c'est évidemment pas si simple que ça dans les faits, juste le fait d'avoir une idée de ce qu'il se passe et de ce à quoi on peut s'attendre dans le futur risque de vous faire économiser beaucoup d'argent. En bull run, vous allez vous réveiller le matin, votre bag aura pris 50%. Le lendemain, il aura perdu 20% et ensuite le lendemain d'après, le surlendemain, ça s'appelle le VIG, il aura repris 40%. C'est très dur à gérer, croyez-moi. On peut très vite tomber dans une sorte de FOMO, de sensation très désagréable de perdre ce dont on a gagné et de finir un petit peu tétanisé. Je vous dirais bien les phases un peu bateau, de pas regarder votre portefeuille et de faire du sport, mais bon, on est humain et c'est pas forcément ce qui marche le plus. Ce que vous pouvez faire, c'est d'agir en lien avec la courbe que je vous ai donnée juste avant sur les différentes phases des cycles haussiers. Vous avez deux possibilités en fait en bull run et ce sont des possibilités qui sont très liées à votre profil d'investisseur. Soit vous avez un profil qui est safe et vous avez visé une target, un pourcentage de hausse dans votre portefeuille et vous partez quand c'est atteint, peu importe le moment dans lequel nous sommes en bull run. Si maintenant vous avez atteint votre objectif, que votre bag a fait plus 30%, vous allez vendre et vous en allez, peu importe si on est en début de bull run ou pas, rien à battre. Soit la deuxième possibilité, c'est d'essayer de jouer le bull run dans sa globalité et c'est ce que vous voulez exploiter. Et si vous faites partie de la deuxième catégorie, ce que je suis aussi, la meilleure façon d'optimiser, c'est, je pense, d'accepter le fait que ça peut se reproduire exactement de la même façon que les autres fois et que le schéma risque de se répéter. En soi, rien ne dit que ça va se répéter. Mais ce que je me dis, c'est que c'est soit on accepte ça, soit on navigue un petit peu dans le vide et je vous rappelle quand même que nous sommes dans un marché dans lequel nous n'avons pas toutes les informations et il faut donc réfléchir en supposition et en probabilité. Donc si on accepte que le bull run aura à peu près cette tête là que je vous ai montré sur la charte, du coup dans la phase d'awareness, de prise de conscience, si je vous montre juste la charte, c'est quoi la meilleure décision? C'est vendre ou acheter? Évidemment que la réponse c'est acheter, mais quand vous voyez votre bag et certains tokens faire des x2, ça sera beaucoup plus compliqué d'en racheter que de les vendre. Mais c'est ce que vous êtes censé faire si vous jouez le bull run et pas le bag, même si évidemment on peut et on doit mixer deux stratégies. Si vous avez un bag qui fait x10 alors qu'on est dans la awareness phase, vous devez quand même prendre des profits. Et je trouve que le fait de se dire je joue le bull run dans sa globalité, ça va vous aider à prendre vos décisions et à gérer les pumps et les dumps. Si Bitcoin est à 45 000, vous pouvez vous poser la question de ok, j'achète ou j'achète pas. Mais si vous dézoomez et que vous regardez la phase dans laquelle on est, évidemment que si je vous montrais un équivalent graphique, que je vous disais on est là, vous me diriez quoi? Vous me diriez qu'il faut acheter, même si ça monte. Encore une fois, je parle du milieu de bull run. Les stratégies sont différentes quand on rentre dans les autres phases. Quand vous êtes un petit peu débordé, que vous voyez tout monter, que vous ne savez plus quoi faire, dézoomez et demandez-vous où nous en sommes sur ce graphique pour pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Alors, je vais pas faire le tonton qui donne des conseils alors qu'il est là depuis 5 ans seulement, mais je pense que c'est quand même important à ce stade de la vidéo de rappeler que non, ce n'est pas normal de faire des x3 en 2 jours, ce n'est pas normal d'investir pour faire des x10 ou d'avoir un bag total qui fait plusieurs centaines de pourcents en une année. Quand on est en plein dedans, on a l'impression, et vous verrez quand ça arrivera, que ça y est, l'adoption est là, tout le monde en parle, on redescendra plus jamais, etc. N'oubliez pas que c'est un marché cyclique et que cette phase n'existe que
parce qu'il y a des corrections absolument énormes qui arrivent après. On peut très vite avoir tendance de perdre la valeur des choses, de mettre des sommes beaucoup trop élevées dans des projets trop early, voire des gros shitcoins. Et croyez-moi, parce que j'en ai vu, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir monté un portefeuille à des sommets énormes, mais de n'avoir jamais vendu ou d'avoir fait des moves totalement rincés qui l'ont fait redescendre aussi vite. C'est très dur de monter, par contre la descente c'est open bar. C'était le petit conseil de tonton Iril, on continue. Vous avez remarqué que dans cette vidéo, je ne vous parle pas de quel projet vous devriez investir, combien, etc. Tout simplement parce que l'idée de cette vidéo, c'est que vous ayez toutes les clés pour au final vous construire votre propre stratégie. Et vous allez voir que vous allez être confronté à une situation qui, quand on l'a dit comme ça ressemble un petit peu à un problème de riche, mais les problèmes de riches sont des problèmes quand même. Vous avez investi dans un projet, ce projet a pris de la valeur, votre investissement a été fructueux. Bravo, vous avez gagné de l'argent. Eh ben non, vous n'avez pour l'instant rien gagné puisque vous n'avez rien vendu. Vous allez être devant votre portefeuille comme ça, ok cool, vous avez fait x2, vous avez retiré votre mise initiale, mais bon bah, je sais pas, ça peut encore pump en vrai, non? Imagine, c'est le nouveau Caspa, ça a fait x2, mais derrière ça peut refaire x10. Imagine si je rate ça. Mais imagine qu'en fait, c'est l'ATH. Et si je vends pas, je retrouverai peut-être jamais ces prix dans le futur. Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je panique, je vends rien et je laisse le destin décider? Ou est-ce que j'essaie de trouver une stratégie un petit peu plus rationnelle pour éviter d'inclure le mot destin et investissement dans la même phrase? Ce que je vous recommande vraiment de faire quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est de garder un moonbag. Le moonbag, c'est le fait de vendre votre position et de prendre des profits, mais tout en gardant une petite exposition au projet, comme 10 ou 15% de votre bag, et de les laisser avec une stratégie un petit peu plus large et moins rationnelle que les autres. L'idée, c'est de dire, ok, je suis rationnel, je prends mes profits, mais par contre, je vais laisser seulement une petite partie de ce que j'avais pour rester exposé à ce projet. Ça peut vous permettre de couvrir les deux possibilités dont vous avez peur. Si le jeton va à zéro ou perd de la valeur, vous aurez pris des profits et vous aurez perdu seulement ce moonbag qui, on le rappelle, est une partie de vos profits. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que le jeton explose encore de manière très irrationnelle et vous êtes encore investi et exposé dans le projet, donc vous prenez des nouveaux profits. C'est, je pense, la meilleure stratégie pour inclure rationalité et psychologie en même temps. Si vous êtes 100% rationnel, c'est très dur de ne pas être un petit peu deg quand un token qu'on a vendu en x2 refait x10 derrière et de se dire, bon en vrai, c'est pas grave, c'était ma stratégie de départ, moi j'ai pris mon x2, il a fait x10 derrière, je devrais m'en foutre concrètement. Le moonbag, c'est votre bouclier anti-sum et paradoxalement, il va vous inciter aussi de base à agir de manière beaucoup plus rationnelle. Pensez quand même cependant à vendre à un moment vos moonbags, c'est l'erreur que beaucoup de gens peuvent être amenés à faire. Bon, on s'attaque à un gros morceau qui est à mon goût beaucoup trop sous-estimé par tout le monde par rapport au reste, la prise de profit. Tout le monde apprend qu'il faut faire un DCA, un dollar cost average, qu'il faut diversifier son portefeuille, sécuriser ses cryptos, etc. Ok, super. Mais beaucoup trop de monde a, je trouve, tendance à oublier que les nombres verts sur CoinMarketCap ne deviennent des profits que quand vous appuyez sur le bouton vendre et pas avant. Il y a beaucoup trop d'histoires en bullrun de personnes qui ont fait monter des wallets à des montants énormes parce qu'ils étaient très bien formés sur le reste, mais qui ne sont pas assez formés à la prise de profit et qui finissent par se retrouver là à dire sur Twitter qu'ils ont failli faire 1 million d'euros grâce aux cryptos. Alors ouais, c'est cool, du coup les gens voient, ils font des RT, mais je préfère quand même avoir des millions que des retweets. Je trouve que la prise de profit, c'est une dimension qui est pas forcément facile, elle dépend encore une fois beaucoup de votre profil d'investisseur, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils que j'utilise pour essayer de l'optimiser. Sécurisez votre mise de départ. Quand le marché est hyper vert, que tout est beau et que vous vous asseyez sur de beaux profits, l'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de sécuriser vos investissements initiaux et de laisser vos profits dans les montagnes russes du marché. Si vous avez mis 1000 $ sur Solana il y a un an, vous êtes peut-être autour des 5000 $ actuellement, donc félicitations, très bon investissement, et je pense que vous pouvez par exemple très bien juste retirer ces 1000 $ pour vous exposer entre guillemets gratuitement. C'est ce qu'on appelle la house money, les gains que vous avez fait que vous gardez exposés. Ça va vous permettre de réduire vos risques tout en continuant de capitaliser sur le momentum actuel. Si vous êtes à l'aise avec le trading, mettez des ordres de take profit. Sur toutes les plateformes quasiment, c'est une fonctionnalité qui est disponible. En fonction de votre profil et de votre risk reward, vous pouvez, au moment où vous achetez un token, placer un ordre de take profit qui peut d'ailleurs faire écho à ce qu'on a dit juste avant sur l'investissement initial pour que si jamais le prix atteigne un certain montant, vous allez instantanément reprendre des profits. Ça va vous permettre de vous décorréler un peu des émotions et de ne pas vous laisser le choix entre guillemets quand vous avez mis vos plans en place. On dit souvent qu'il faut faire du DCA pour entrer sur le marché, pour essayer de lisser son exposition et pour trouver le prix d'entrée le moins dépendant des fluctuations. Et bien en soi, vous pouvez totalement faire pareil dans vos prises de profit. Par exemple, si vous avez acheté une crypto, vous pouvez mettre des ordres de take profit à 50%
50%, 75% et 100% de vos prix d'achat. Vous pouvez comme ça sécuriser vos profits en fonction des prix qui sont atteints, tout en maintenant une partie de vos positions pour bénéficier des futurs prix. Il y a un running gag dans la crypto qui est la notion de signal. Quand quelqu'un qui à la base ne devrait ni connaître ni parler des cryptos le fait, on dit souvent que c'est le moment, c'est le signal absolu qu'il faut vendre. Ça marche quand c'est le chauffeur Uber qui commence à vous parler des cryptos, les infos, la famille, des potes éloignés, pas du tout dans l'investissement qui vous demandent s'il faut acheter. Quand vous entendrez tous ces signaux, vous devriez, je pense, songer à prendre quelques profits parce que même si c'est un running gag que je trouve quand même assez drôle, c'est vraiment pas si éloigné de la réalité. Et c'est encore plus grave quand les gens commencent à vous parler d'altcoin, d'Ethereum, de Solana, etc. Là, on est vraiment pas loin de la TH. Globalement, ça rejoint un petit peu le conseil de regarder les tendances sociales, le taux de recherche sur Google, le fear and greed, tous ces indicateurs sociaux qui sont parfois assez représentatifs. Que ça soit partiel ou total, prendre des profits à certains endroits clés ou à des niveaux de résistance psychologique importants, ça peut être quelque chose quand même d'intéressant. Il y a soit des niveaux de résistance qui ont été échoués par le passé, comme la TH de Bitcoin par exemple, ou des niveaux vraiment ronds, comme les 100K si on y arrive. Ça peut être très intéressant de prendre des profits juste avant ces points critiques, comme 65 000 ou 90 000, pour ne pas vous exposer à la spéculation énorme qu'il peut y avoir dans ces niveaux. Prenez des profits quand vous en avez besoin. Je dis pas que vous voulez acheter un nouveau téléphone et vous devriez prendre sur vos profits d'investissement. Quoique en soi, pourquoi pas. Cliff Lerner, un entrepreneur américain, a une citation que j'aime beaucoup. Dès que vous pouvez prendre des profits, surtout quand il s'agit de profits qui vont changer votre vie, vous devriez le faire. N'oubliez pas quand même l'objectif principal de l'investissement, qui reste de prendre une certaine somme pour en retirer une plus grosse. C'est de base aussi simple que ça. On a tous différents objectifs, différents rêves, différents profils, donc peut-être que le meilleur conseil qu'on pourrait donner sur la prise de profit, c'est finalement de prendre des profits quand on en a vraiment besoin. L'un des éléments importants du milieu de bull run, c'est une situation que vous allez peut-être rencontrer et qui peut être délicate à gérer pour certaines personnes. Vous vous êtes constitué un bon bac de crypto, vous les avez investis, vous avez vu votre portefeuille prendre de la valeur, vous avez retiré quelques profits, comme vos mises initiales, etc. Et vous vous demandez, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais avec les profits que j'ai pris, que j'ai convertis en stablecoin, qui sont sur Binance, KuCoin, etc. et qui traînent, que ça soit les mises initiales que j'ai récupérées ou les profits supplémentaires ? Eh ben, il y a deux solutions. Soit vous les sécurisez et vous les sortez à tout jamais du marché crypto, pensez à payer vos impôts dessus pour pas être en galère au passage, soit vous les réallouez. Et c'est là qu'on arrive à la question du rééquilibrage, de la réallocation de portefeuille. Comment faire ça ? Il y a deux erreurs qui sont très fréquentes quand on parle de réallocation de portefeuille. La première erreur, c'est de ne rien faire et de juste laisser ces différents profits errer un petit peu sur Binance en stablecoin sans les faire travailler. On a aussi l'inverse opposé, qui est de croire que ces profits ont une valeur peut-être moins importante que les autres et de commencer à gamble, à les investir dans des projets beaucoup trop risqués avec une gestion de risque très mauvaise et irrationnelle par rapport au reste de la stratégie. C'est vraiment un billet de bull run. C'est se dire, ok, j'ai fait des profits, tout pump, donc maintenant je vais utiliser cet argent gratuit, qui en fait n'en a absolument pas, pour viser des fois 100, pour mettre 5K dans un shitcoin à 5 millions de market cap, pour viser 1 million, vu que de toute façon, tout pump, non ? Ça peut marcher. Et il y a des exemples des gens chez qui ça a fonctionné. D'ailleurs. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'exemples de gens qui ont perdu leur argent fraîchement gagné grâce à des stratégies structurées en très peu de temps. Ce que je vous propose, bon en fait je vous propose rien, je vous donne juste des alternatives, c'est de créer une réallocation de portefeuille structurée pour que vous puissiez avoir la liberté, si vous en avez envie, de jouer au gros dégène parce que c'est quand même marrant et que mine de rien ça peut parfois payer, mais tout en sécurisant ces profits et en les réallouant dans des actifs moins risqués. Je vais vous montrer comment je réalloue personnellement mes profits en milieu de bull run. Je prends 50% de mes profits, je les convertis en Bitcoin, Ethereum, ok, perso je fais 50-50, en ce moment je vais peut-être faire 60-65% pour Ethereum, mais bref, la répartition est de toute façon assez libre en fonction de ce qui a le plus performé, ce que vous préférez, etc. Ensuite, je prends 35% des profits pour faire une sorte de turnover de mon bag et pour les réallouer dans des altcoins que je considère à potentiel et qui n'ont pas encore performé comme je pense qu'ils le devraient. Et derrière, je garde les 15% qui restent pour une sorte de bag libre. C'est mon petit côté dégène qui parle, je peux les utiliser pour entrer dans un launchpad, pour entrer dans une pre-sale, dans une vente privée, dans un shitcoin à 10 millions de market cap, enfin c'est assez varié. Il y a beaucoup de choix quand on est un gros dégène. Si c'est pas votre délire, vous pouvez très bien faire 70-30 Bitcoin Ether et altcoin. Alors c'est très personnel, encore une fois, c'est vraiment ma façon de faire et elle est pas du tout universelle, mais je trouve que c'est une bonne façon de réallouer son portefeuille de manière structurée et vous pouvez évidemment agencer la stratégie en fonction de votre propre profil. S'il y a un conseil que je peux vous donner dans ce paragraphe quand même, c'est de sécuriser au moins une partie de vos profits, soit en les convertissant direct en stablecoin, soit en les exposant à des actifs un petit peu moins à risque. En bull run, tout pump.
Le fait que tout pump, ça fait qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles personnes qui croient être des cracks de l'investissement parce que leur bag explose alors que je vous rappelle bien que tout pump. Et plus on avance dans le bull run, plus il y a de liquidités qui sont amenées, de profils qui sont recyclés et le niveau d'irrationalité augmente de manière aberrante parce que la spéculation atteint son paroxysme. Et du coup, toutes ces personnes qui parlent de crypto, de nouveaux altcoins, de x100, de devenir millionnaire en partant de 0 €, etc., c'est ce que j'appelle du bruit. Le bruit, c'est un fond sonore hyper désagréable qui grossit de plus en plus sans que vous y fassiez vraiment trop attention. Et du coup, on arrive avec une sorte de cercle vicieux, hyper néfaste, dans lequel l'augmentation du bruit augmente l'irrationalité du marché, qui elle-même attire de nouvelles personnes et qui augmente le bruit, etc. Et c'est une sorte de boucle sans fin jusqu'à l'ATH et la capitulation progressive. Le bruit, c'est un peu une sorte d'acouphène que vous avez, c'est-à-dire que vous y pensez pas tout le temps, mais c'est présent, et quand ça disparaît, vous vous rendez compte à quel point ça vous gênait. Et croyez-moi, le bruit, ça peut être extrêmement mauvais pour un investisseur. Au dernier bull run, j'avais un peu moins d'expérience et j'en ai clairement fait les frais. J'avais encore pas mal de naïveté sur certains points et je passais ma vie à me perdre sur des forums, des vidéos bullshit, des posts Twitter qui parlaient du nouveau shitcoin qu'allait être le nouvel Ether. Et franchement, le bruit crée une sorte de malaise général ambiant, même pas que dans l'investissement, mais genre dans ma vie en général, c'était très désagréable parce qu'en fait, ça faisait une sorte de mélange de FOMO, de sensation de tout rater, de se noyer dans des informations, des nouveaux white papers, des toujours plus de projets, de plus trop savoir ce qui prend de la valeur, ce qui a vraiment de la valeur. Enfin vraiment, ça peut être dur, honnêtement. Et c'était dur pour le coup. Un bull run, ça dure plusieurs mois et vous devez tenir sur la longueur. Et pour tenir sur la longueur, vous devriez vraiment essayer de minimiser au maximum le bruit autour de vous. C'est des petits trucs cons, mais genre, par exemple, mettez je ne suis pas intéressé dans des vidéos ou des tweets. En plus, ça référencera peut-être un peu plus ma vidéo, du coup, vu que ça référencera moins la leur. Ne regardez uniquement que l'évolution des prix des tokens que vous avez dans votre bag, pas les autres. Pour ça, ce que je vous conseille, et c'est vraiment la stratégie que j'ai, c'est que j'ai une liste sur CoinMarketCap, on va faire des listes où on met la petite étoile là, des jetons qui sont dans mon bag, et je ne regarde quasiment que ça. J'arrive sur CoinMarketCap, il y a le top 5 Bitcoin Ethereum où je vois un petit peu les perfs, et je ne vais jamais voir les autres jetons. Il faut aussi accepter le fait que des tokens qu'on connaît vont faire x10 ou plus devant nos yeux et être en paix avec le fait qu'on les a ratés et qu'on ne peut pas tout avoir. Vraiment, peut-être l'un des paragraphes les plus importants jusqu'à maintenant. Quand vous vous sentirez un petit peu oppressé par le bruit autour de vous, rappelez-vous de cette vidéo. On a fini avec la partie sur le milieu de bull run. Maintenant, on arrive à un moment très important, le sommet de bull run. Oh, le violet, les gars. Ça fait un petit peu dark, non? Non, pas du tout en vrai. Encore une fois, gardez en tête qu'il n'y aura pas d'étiquette sur le front de Bitcoin, genre you, faites attention, c'est le sommet de bull run. On peut pas prédire quand est le sommet du bull run, par contre, il y a quand même des indicateurs communs. Et si tous ces indicateurs sont réunis, dites-vous qu'on est quand même quelque part pas trop loin. Comment essayer d'identifier le top du bull run? Tout le monde croit que cette fois, c'est différent. Sur les forums, sur Twitter, etc., les gens croient que l'adoption est cette fois vraiment là. Il n'y aura pas de bear market. Il y a trop d'institutions positionnées dans les cryptos pour que ça dump autant. On entend des targets irréalisables. Au dernier bull run, à 65K, tout le monde était sûr qu'on allait péter les 100 000, voire les 150 000, alors qu'on parle quand même du target qui est à 35 000 $ du prix à ce moment-là, mais croyez-moi, ou retrouvez des vidéos de l'époque si vous voulez, absolument tout le monde pensait ça. Les gens autour de nous parlent de Bitcoin, mais surtout d'altcoin. Vos potes qui vous parlent de Bitcoin, bon, c'est symbole de bull run, ok. Vos potes qui commencent à vous parler de Solana, ça c'est symbole de top de bull run. Petit bonus s'il vous parle de meme coin. Le Fear and Greed étant Next Time Greed. Vous avez sûrement déjà vu l'indice Fear and Greed de CoinMarketCap. C'est un indicateur de sentiment de marché qui mesure si les investisseurs sont actuellement dans un état de peur, de fear ou d'avidité, de greed. La plus haute valeur, c'est l'extrême greed, qui considère que tout le monde achète et qui croit que tout va encore exploser. Quand on est dans cette zone, méfiez-vous. Tous les projets lèvent des dizaines de millions de dollars et des célébrités se lancent dans les cryptos. En top de bull run, il y a tellement de liquidités que n'importe quel projet va lever des millions de dollars, que ça soit en ICO ou via des investisseurs privés. Tout est suracheté d'un point de vue technique, que ça soit le RSI, les moyennes mobiles, le volume de trading, etc. Si vous faites un petit peu de trading, vous allez voir énormément d'indicateurs en zone de surachat, ce qui est forcément synonyme de surévaluation du prix. Des sociétés qui ne sont pas des sociétés crypto se lancent dans le Web3. Mention spéciale si c'est des célébrités, genre des acteurs ou des chanteurs. On a eu Snoop Dogg dans le métaverse la dernière fois et ça sera sûrement la même chose pour le prochain. Beaucoup de grosses entreprises du Web2 vont venir créer leur collection de NFT, utiliser le Web3, voire parfois créer un pôle Web3 complet dans leurs entreprises. Et ça, c'est quand même souvent le signal qu'on arrive à un stade où il faut commencer à utiliser le mot interdit, le sommet.
Maintenant, on sait à peu près les signaux qui nous informent qu'on est proche du top. Sauf que, ce que je vous ai dit, c'est vaste, c'est très vaste. Et surtout, c'est sur une grande échelle, ça peut être un modulo 4 voire 6 mois. Donc concrètement, si on se rapproche du top, comment on fait pour optimiser notre sortie? Parce que c'est concrètement l'objectif en fait. Et comment on fait pour essayer d'identifier les sommets? Pour les nouveaux d'entre vous, il faut vraiment comprendre quelque chose de fondamental dans le marché des crypto-monnaies. Vous ne pourrez jamais identifier le top du bull run et personne non plus ne le pourra. Vous allez voir des dizaines de prédictions. Des gens qui vous diront qu'on n'atteindra pas l'ATH, qu'on ira à 150 000, qu'on ira à 300 000, qu'on ira à 1 million. Et la vérité, c'est que personne n'en sait absolument rien. Les marchés financiers, ce sont des jeux à somme nulle, ce qui veut dire que si tout le monde sait ce qui va se passer, tout le monde pourrait gagner de l'argent, mais les règles ne sont pas du tout fixées comme ça. Donc croyez-moi, vous ne saurez jamais quand le top arrivera. Je ne sais pas quand le top arrivera, ce mec sur Twitter ne sait pas quand le top arrivera, personne ne le sait. On sait même pas si on dépassera la TH de Bitcoin en vrai. Donc on doit faire un peu la même chose qu'au poker. On doit essayer de jouer en ayant des informations qui ne sont pas disponibles. Mais le simple fait d'avoir connaissance qu'on n'a pas l'information est une information en soi. Donc comment on fait? On a deux infos. Le fait qu'on ne sait pas quand le top arrivera et le fait qu'on ait connaissance de plusieurs indices qui tendent à nous dire qu'on n'est pas loin de ce top, ceux qu'on a vu juste avant. On a aussi une autre info, qui est que quand on y sera, on sera totalement noyé dans un biais haussier et tout le monde croira qu'on va aller encore plus haut. C'est pour ça que ça sera très dur. Ok, on a des infos et on a notre objectif. Notre objectif c'est quoi? C'est concrètement de vendre avec le prix moyen le plus haut possible par rapport au marché. Ok, parfait. Une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux vendre trop tôt ou trop tard? Eh ben, c'est une très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. On va prendre une situation réelle. Imaginons que dans les deux cas, on soit un investisseur qui a une stratégie de sortie de marché qui se lisse sur 3 mois sous la forme de DCA inversé, c'est-à-dire qu'on va prendre des profits à intervalles réguliers pendant une certaine période de temps. L'idée, c'est de sortir du marché en lissant les fluctuations, parce que je vous le rappelle, on ne sait pas quand sera le top. Et imaginons par exemple qu'on veuille sortir notre argent toutes les semaines pendant 3 mois, c'est-à-dire 100% divisé sur 12 semaines, ce qui fait 8,3% chaque semaine. J'ai fait le calcul, c'est pas de tête. Ok, sortir trop tôt, ça voudrait dire quoi concrètement? On va prendre l'exemple d'un mec qui sort trop tôt, littéralement. Si on prend le dernier bull run de 2020 et 2021, entre juillet 2020 et janvier 2021, Bitcoin est passé de moins de 10 000 $ à plus de 47 000. Le Fear and Greed, il est dans le niveau le plus haut, le extrême depuis 2 mois maintenant quasiment. Tout le monde parlait des cryptos à cette époque-là, et vous vous dites qu'on est sûrement pas loin du top et qu'il serait grand temps de sortir. Donc imaginez que vous commencez vos stratégies de sortie, qu'on a mis juste avant, 3 mois, 8%, etc., le 6 janvier 2021, avec un Bitcoin qui est à 35 000 $. J'ai fait le calcul, et ChatGPT ne sait pas le faire, donc croyez-moi, ça m'a pris pas mal de temps. Si vous avez sorti votre bag à partir du 6 janvier sur une période de 3 mois, vous auriez eu un prix moyen de vente qui aurait été de 44 000 $. Ça, c'est dans l'idée d'une personne qui sort trop tôt. Je dis pas que c'est une stratégie optimale, de toute façon, il n'y a pas vraiment de stratégie optimale. Maintenant, on va prendre le profil opposé du gars qui se met à vendre trop tard. Vendre trop tard, ça veut tout et rien dire. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un extrême, c'est-à-dire le jour du premier ATH d'avril 2021, même si littéralement personne ne vend vraiment le jour de l'ATH, les gens vendent un petit peu plus tard, quand tout a corrigé et qu'ils ont peur, mais pas grave. Même schéma, 3 mois, 8,3% par mois depuis l'ATH du 14 avril 2021. On obtient un prix de vente de 43 000 $. Et si le mec fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il ne vend pas l'ATH, mais il vend un petit peu après la correction, genre, je sais pas, 2 semaines plus tard, on est à 40 000 $. Vous pouvez faire les calculs. Alors oui, on n'est pas sur des prix moyens qui sont incroyables, mais de toute façon, on parle pas de stratégie optimale. On parle de est-ce qu'il faut vendre trop tôt ou est-ce qu'il faut vendre trop tard. Mais on voit du coup quand même que même une personne qui vend beaucoup trop tôt par palier à partir d'un moment un petit peu pris au hasard, va avoir un prix moyen de vente qui sera plus haut que ce mec qui a la même stratégie à partir de l'ATH. Et ça, c'est aussi sans parler du fait qu'il y a beaucoup plus de flexibilité dans la stratégie du mec qui vend plus tôt. Cette personne, elle peut un petit peu ajuster sa stratégie, elle peut garder une petite partie et se dire ok, je vends à l'ATH, donc elle peut exploser littéralement son prix moyen de vente. Elle peut aussi faire la même stratégie avec 80% de son bag et derrière garder les 20% pour des niveaux plus hauts. Enfin bref, il y a plein d'optimisations possibles. Tout ça pour vous montrer que concrètement, si on prend des maths pures, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez profitable si vous vendez trop tôt que trop tard. Et c'est, je trouve, beaucoup plus simple à contrôler mentalement. Du coup, notre problématique de base, c'était de dire comment est-ce qu'on anticipe le top du bull run et comment on sort parfaitement. Et ben malheureusement, là, il n'y a vraiment pas de réponse. Personne n'a de stratégie parfaite. Mais vous pouvez, je pense, optimiser vos cartes en identifiant les signaux de top de bull run qu'on a vu avant et en mettant en place une stratégie de DCA inversée. Donc vous établissez une période, ici on a pris 3 mois, et vous vous dites, ok, à partir de ce stade que vous déterminez en amont, je sors à hauteur de 8,3%. Tous les 3 mois, je peux mettre un bot de trading si je veux, je peux le faire à la main, indépendamment du marché. Et vous allez voir que c'est très très dur. Si jamais un jour vous y arrivez, remettez un petit message sous ce commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans cette vidéo, se disent ouais, ça va être facile à faire. Non.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avec cette stratégie, garder des petites parties sous forme de moonbag et de top de bullrun pour vous amuser un petit peu à prédire le sommet. Personnellement, j'ai une moyenne de sortie au dernier bullrun à 53k. J'ai vendu 80% de mon bag autour de ce niveau. En vrai, c'était un peu random, mais je m'en souviens que c'était hyper frustrant à l'époque d'avoir l'impression de rater tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'avais vendu à 53 000 et ça continuait de monter. 55, 57, 60, 65. Et tout le monde sur les réseaux disait qu'on allait aller à 100 000. Et quand tu es dans cette situation, t'as vraiment une envie profonde de te lever en plein milieu de la nuit pour racheter à 65 000 parce que t'as pas envie de rater le train. Et au final, les 20%, j'ai raté la TH, c'est redescendu à 53 000 et je me suis dit que c'était le bon moment, comme ça j'avais au final 100% de mon bag à un prix de vente de 53 000. Et vraiment, à l'époque, je me bouffais les doigts pour pas être un peu plus vulgaire. Littéralement, c'était dur. Maintenant que c'est fini, on se dit que c'est pas trop mal comme sortie 53 000. Mais je vous jure que c'était vraiment une autre histoire quand j'étais en plein dedans. Une autre recommandation que je peux vous donner, c'est d'accepter qu'il faut sortir à un moment. C'est l'objectif initial de quasi tout le monde, à part ceux qui veulent hold sur 10 ans. Mais en soi, ces gens-là n'ont pas besoin d'une vidéo sur les stratégies de bullrun normalement. Et je trouve que si jamais vous faites les choses bien, vous devez avoir cette impression un petit peu désagréable de vous faire chier dans vos stratégies de prise de profit. Quand vous voyez tout le monde, tout exploser, ce mec qui a fait all-in sur un même coin et qui a fait x30, vous êtes là à faire votre prise de profit hebdomadaire, vos petits 8,3%, il n'y a rien de transcendant par rapport à justement ce mec. Mais avoir cette impression de vous faire chier, c'est le signe que vous avez un comportement rationnel, et même si c'est pas le plus fun, c'est sûrement le plus rentable. Bon, on arrive au post-bull run les gars, c'est le moment où on met du vert, parce que normalement tout le monde est riche. Oh c'est pas beau. Oh c'est pas beau du tout, mais bon. C'est le post-bull run. Vous vous êtes formé en pré-bull run. Vous avez optimisé vos allocations en milieu de bull run et vous avez mis en place une stratégie de sortie en fin de bull run. Si vous avez suivi correctement certaines des stratégies de cette vidéo, je pense que vous avez normalement plus d'argent affiché que vous en aviez initialement. Ok, cool. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai pas spécialement envie de sortir à tout jamais des cryptos, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de perdre ce que j'ai mis très longtemps à construire. Le post-bull run, alors ça paraît très loin pour ceux pour qui c'est le premier bull run, mais c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Il faut accepter que le marché va passer en hibernation, même si personne n'a de boule de cristal. Il y a pour l'instant pas eu un seul schéma autre que bull run, bear market, bull run, bear market, peu importe les différents contextes économiques qu'on a traversés pendant ces 15 dernières années. Donc vous allez découvrir les joies du bear market. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous hibernez aussi, ou vous vous intéressez à d'autres choses, vous délaissez un petit peu les cryptos jusqu'à ce que ça remonte, parce que bon, on se fait quand même un peu chier en bear market, on a tendance un peu à le sacraliser, mais en vrai, il se passe vraiment pas grand chose. Soit vous utilisez le temps qui vous est offert pour apprendre, pour vous former, pour analyser votre stratégie et pour comprendre ce que vous avez mal fait et pour essayer de revenir le plus affûté possible pour le prochain bull run. Vraiment, revenir seulement quand Bitcoin a pris 100% et que tout remonte, c'est exactement la même chose que faire des pompes avant d'aller à la plage parce que vous n'avez pas fait de sport l'hiver. Bah non, ça marche pas. Le bear market, il a un certain charme, un certain confort, il vous permet de mettre en place votre DCA tranquillement, votre stratégie, de vous structurer pour le prochain cycle et de vous former dans les domaines qui vous intéressent, pourquoi pas une vocation professionnelle, après tout on sait jamais. N'oubliez pas que toutes les belles histoires commence en bear market. Et même si c'est pas le sujet de la vidéo, je vous recommande d'apprécier ce moment et de le chérir, de savoir comment l'optimiser et le gérer. Vraiment. Si des gens sont riches en bull run, c'est parce qu'ils ont fait des choses en bear market, ils sont préparés, ils ont des CA, etc. Un autre sujet, beaucoup moins stimulant, je vous l'avoue, mais il fallait que j'en parle, c'est qu'il faut aussi que vous pensiez à déclarer vos impôts et les plus-values que vous avez faites si vous passez de crypto à fiat. La saison des impôts, si je dis pas de bêtises, c'est généralement entre mars et juin, et je fais généralement une vidéo pour vous expliquer comment ça marche à peu près tous les ans. Vous pouvez aller voir celle-là si jamais ça vous intéresse. Pas le plus sexy pour finir la vidéo, mais pour rester le plus honnête possible, vous allez devoir y passer les gars. C'est la fin de cette vidéo sur l'optimisation du bull run. J'ai essayé de mettre tout ce que j'ai appris sur les 5 dernières années sur la gestion globale d'un bull run. En fait, il n'y a pas de conseils qui sont vraiment très précis. Je n'explique pas comment acheter, trouver tel token, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vidéo qui parle à tout le monde et qui peut aider littéralement la personne qui rentre dans les cryptos, qui connaît pour l'instant que Bitcoin et Ethereum, et la personne pour qui c'est le deuxième bull run et qui veut un petit peu optimiser. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Je pense que c'est très important de s'arrêter un petit peu et de se poser et de se dire ok, comment est-ce que je veux vivre mon bull run, comment est-ce que je veux le gérer, parce que c'est vraiment pas quelque chose d'évident. J'ai vraiment vu des gens faire des dépressions en bull run, sincèrement. C'est pas le sujet le plus joyeux pour finir la vidéo, mais si vous avez besoin d'aide parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous sentez vraiment un mal-être, n'hésitez pas à vous tourner soit vers les membres de la communauté, soit à m'envoyer un message, que ce soit sur Twitter ou Discord, parce que je pense que, en fait, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a l'impression que tout va être tout vert et tout. Mais pas du tout. On manipule les sommes qui sont énormes, qui sont parfois décorrélées de la réalité, qui sont parfois beaucoup trop hautes par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de
voir. Et franchement, c'est quelque chose qui est difficile. Donc entourez-vous au maximum pour gérer ce bull run. Et si vous optimisez et que vous préparez votre stratégie, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. En tout cas les gars, je continuerai de vous accompagner au maximum pour ce bull run. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a plu et si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner et l'aimer. N'hésitez pas aussi à ajouter vos conseils supplémentaires en bull run. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mal au bras parce que j'ai tenu le micro pendant 1 heure. C'était Yeril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.